Ma génération et celle d'après, communément appelée génération Y et génération Z ou encore millénial, a connu l'essor de la technologie. Ceux nés après 2000 sont même nés complètement dedans. On a vu apparaître les premières consoles de jeux vidéo, les smartphones, internet, les ordinateurs portables, les effets spéciaux au cinéma, la 3D et j'en passe. Combien de vidéos YouTube j'ai regardées parlant de toutes ces choses-là? Simon Puech et son jeu vidéal, les chroniques cinéma de Karim Debache, ou encore les technologies d'aujourd'hui et de demain expliquées par Tech News and Test. On est tellement accro à nos écrans qu'on a même inventé une tablette spéciale pour avoir accès à des millions de livres installés dans cet objet de la taille de l'un d'eux. On reste cependant nombreux à préférer l'odeur et la sensation d'un vrai livre de papier entre nos mains, de le faire partager aux gens qu'on aime parce qu'il nous a fait vibrer, pleurer ou frissonner. On relit les grands classiques de la littérature, on s'évade dans un roman à l'eau de rose, on rêve de recevoir même à 20 ans notre lettre d'admission à Poudlard ou de se faire revendiquer par son parent divin. La littérature n'est pas morte. On peut fabriquer par de simples mots ce qu'il est encore impossible de créer au cinéma, un univers propre à chacun. On aime à imaginer les progrès scientifiques et techniques d'un futur plus ou moins lointain. On rêve de voyager dans le temps et l'espace, de téléportation ou de robots capables d'aimer. Même s'il est très difficile de donner le roman exact qui a lancé le genre de la science-fiction, on considère globalement Jules Verne comme le père fondateur de ce genre, avec Herbert George Wells. Mais Voltaire, par exemple, avec Microméga, pourrait aussi bien se placer dans ce genre puisqu'il y raconte l'arrivée de géants provenant de Saturne. Certains considèrent aussi que les mythes et les religions en sont les précurseurs. Philip K. Dick disait de ce genre littéraire que c'est notre monde transformé en ce qu'il n'est pas, ou pas encore. Et ça tombe bien, aujourd'hui on va s'intéresser à un livre qui parle du futur probable de notre société. Hey, je m'appelle Yael et aujourd'hui je vais vous parler des inventions technologiques de Uglies. Alors, Uglies est le premier tome d'une série de 4 romans de Scott Westerfeld sortis en 2005. Ouais, ça nous rajeunit pas tout ça, hein. L'histoire se passe au XXVe siècle. Uglies, donc, dont le titre n'a pas été traduit en français et je remercie les traducteurs, je reviendrai là-dessus plus tard. C'est le terme utilisé dans le livre pour décrire les jeunes de moins de 16 ans qui n'ont pas encore subi l'opération. Le monde est en effet régi par le principe de l'extrême beauté et à l'âge de 16 ans, les adolescents subissent une opération de chirurgie esthétique qui leur donne un visage et un corps jugés parfaits. Ceux qui ont subi l'opération sont appelés pretties par opposition aux uglies. Nous suivons donc Tally Youngblood qui est en passe de devenir pretty. Une de ses amies, Shay, va lui parler d'un endroit appelé la Fumée où des réfugiés vivent sans la technologie des villes et sans avoir subi l'opération. Shay s'y enfuit avant son opération et Tally va devoir aller la chercher sous la surveillance de ceux qu'on appelle les Special Circumstances. Mais assez parlé de l'histoire, parlons maintenant des technologies développées dans le livre qui feraient baver n'importe lequel d'entre nous. Bon, on va commencer avec le premier objet auquel on nous introduit dans le livre, l'interface de la ville de Tally. Chaque habitant de la ville possède une bague d'interface, elle contient toutes les informations de son possesseur et se connecte au réseau de la ville pour permettre par exemple de trouver la position de n'importe qui à n'importe quel moment. Ouais, ça fait un peu Big Brother ton truc là, non? Ah bah tiens, parfait, ça va me permettre de faire une parenthèse sur le roman dystopique. Une dystopie est un récit de fiction dans lequel la société est organisée de façon à ce que ses membres ne puissent pas atteindre le bonheur. On pourrait citer par exemple 1984 de George Orwell donc qui a créé puis popularisé le terme de Big Brother, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley ou encore La planète des singes de Pierre Boulle qui a été adapté cinématographiquement et a connu un succès planétaire. La dystopie, étymologiquement parlant, s'oppose à l'utopie. À un lieu heureux et inexistant s'oppose un lieu néfaste avec l'utilisation du préfixe dys. En tout cas, un lieu connoté négativement, lui aussi inexistant. Ici, dans Uglies, on pourrait croire au début à une utopie. En effet, les bonnes lois sont appliquées, tout le monde est censé être heureux, le monde a été sauvé d'une catastrophe et ces bonnes lois, donc, sont justement là pour éviter d'en causer une nouvelle. Un seul enfant par famille pour réguler la population, une ville aux contours délimités pour éviter justement la propagation de la ville et la destruction de la nature. Mais on est très vite dérangé par le caractère parfait de cette société, en particulier avec cette surveillance si vive, la séparation des deux mondes ugly et pretty et le désir qu'ont les Special Circumstances de retrouver les fugitifs qui se sont enfuis de la ville. Uglies est en fait une dystopie, et souvent même derrière l'utopie se cache une dystopie. Là où l'utopie va se concentrer sur la société, et donc le collectif, un individu ne s'y sentant pas à sa place est considéré comme un problème marginal selon Thomas More, la dystopie, elle, va justement se concentrer sur ceux inadaptés qui refusent cette société. Seul le point de vue change donc entre l'utopie et la dystopie. Une utopie sera souvent un texte de type descriptif, voire philosophique, pendant que la dystopie, elle, servira à condamner certains traits de notre société que l'auteur aura exagérés. Ici, dans Uglies, notre désir de célébrité et de perfection. Bref, on pourrait se pencher sur l'utopie et la dystopie pendant des heures, mais ce n'est pas vraiment notre sujet. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous conseille l'excellente thèse de Chloé Vincenti sur le sujet, qui explique très bien ce qu'est ce genre, pourquoi il fait fureur de nos jours, et va même jusqu'à analyser les couvertures de romans dystopiques pour jeunes adultes. Je vous mets le lien en description. Revenons à notre bague d'interface, on s'en est quand même vachement éloigné.
Bon, évidemment, c'est une bague, donc on peut l'enlever. Et les Uglis ont trouvé le moyen de faire le mur la nuit en mettant un mini radiateur dans leur lit qui va simuler leur chaleur corporelle. Pas très efficace du coup comme moyen de surveillance, non? Carrément, c'est même assez nul de se faire avoir comme ça, mais bon, c'est justifié plus tard dans le livre pourquoi c'est aussi simple, donc c'est acceptable. Cette bague va aussi pouvoir vous permettre de communiquer avec tous les objets de la ville en quelque sorte, pour savoir où situent vos amis, gérer l'écran de votre chambre et aussi utiliser les fentes murales dont je vais vous expliquer le principe. Bon, mais vous allez me dire, en fait t'es complètement en train de nous parler des téléphones portables, hein. On connaît, c'est pas la peine de nous expliquer. Et vous avez raison, j'ai dit que j'allais vous parler des inventions technologiques de demain et je suis en train de vous parler d'une bague qui vous indique la position de vos potes comme sur la Snap Map et qui vous permet de demander des renseignements comme vous iriez sur Google chercher la réponse à une de vos questions. Maintenant, je vais vous rappeler la date de sortie de ce livre. 5 mai 2005. Vous vous souvenez de la première keynote d'Apple pour présenter l'iPhone? C'était en 2007. L'apparition de Snapchat sur vos smartphones? 2011. En 2005, il y avait moins de 200 milliards de requêtes Google par an. Ça vous paraît beaucoup? En 2017, on est à plus de 30 000 milliards de requêtes par an, soit une augmentation de 15 000%. En s'inspirant des romans de science-fiction et des films qui sont sortis avant 2005, Scott Westerfeld a quand même réussi à inventer un objet qui, plus tard, nous semblerait logique et habituel, contrairement à d'autres comme la voiture volante qui, aujourd'hui encore, en fait rêver plus d'un. J'ai évoqué les fentes murales tout à l'heure, et ça par contre, ça en jette vachement plus que les bagues d'interface. Bon, je vais pas m'attarder sur le fonctionnement, déjà parce qu'il l'explique pas avant le 4e tome de la série, mais surtout parce que c'est une technologie qui existe pas encore tout à fait. La ville de Thalie a décidé, au lieu de tout produire en surquantité, de produire à l'unité. On va pouvoir demander n'importe quel produit, sous réserve de complexité ou de dangerosité, et le voir sortir de la fente murale donc déjà tout prêt, que ce soit un vêtement, des médicaments, et j'en passe. On peut donc faire un parallèle avec l'impression 3D par exemple. L'impression 3D, c'est quand même assez long, comptez plusieurs heures pour fabriquer un objet de taille moyenne. En revanche, si on veut fabriquer un produit entier articulé, il faudra évidemment imprimer les différentes parties séparément et ensuite les assembler. Sauf que là, on est vraiment sur de l'immédiat. La fente va aussi gérer les différentes matières et proposer des objets déjà montés et prêts à être utilisés. Tout est bien sûr recyclable et on peut redonner vie à ces objets en les rendant de même à la fonte. Bon, et là, j'imagine que vous vous dites « Mais on vit tellement dans une société de consommation. Si on avait ça, on ferait que demander plein de trucs tout le temps et on épuiserait quand même les matières premières. » Évidemment. Alors pareil que pour les bagues, le fait qu'ils consomment beaucoup moins que nous est expliqué dans le livre. Bon, je comptais aussi vous parler du purificateur d'eau et de la nourriture déshydratée, mais je me doute que vous comprenez assez rapidement le principe, donc je vais juste faire un parallèle avec la LifeStraw qui a été commercialisée en 2005. Inspiration? Peut-être. Coïncidence? Sûrement. Un hôtel? Trivago? Quoi? Bref. Ça transforme de l'eau contaminée ou boueuse en eau potable et propre. Le petit plus dans le livre, c'est que le purificateur peut extraire de l'eau potable de vraiment n'importe quel liquide. Et surtout, peut chauffer l'eau afin de préparer les aliments déshydratés. Bon, pareil pour ça, j'imagine que vous connaissez le principe, parce que c'est utilisé par les astronautes, les randonneurs, et surtout parce que c'est ultra connu. Donc maintenant, on peut passer à l'objet qui m'a le plus marqué de toute cette série, la planche électromagnétique. Bon, normalement, vous avez tous vu le film Retour vers le futur, ou du moins cet extrait du 2e, où on nous présente un objet qui nous aura fait tous rêver sans exception, le hoverboard. Ce skate volant dans les airs sans roues a été et est toujours le fantasme de tout adolescent et même jeune adulte de notre génération et celle d'avant. Scott Westerfeld d'ailleurs, dans une de ses interviews, se décrit comme un écrivain qui attend toujours l'invention du hoverboard. Il reprend donc ce concept mais en l'améliorant considérablement puisqu'il en a fait une planche où l'on n'a plus besoin de pousser avec ses pieds ou de s'accrocher à l'arrière d'une voiture pour avancer. Pour ceux qui l'ont vu, on peut aussi imaginer cette planche comme celle de la planète au trésor, sans la voile ni les réacteurs derrière. Ici, dans le futur, des grilles métalliques sont installées partout dans le sol sous la ville et ces planches utilisent tout ce métal pour se propulser dans les airs, un peu comme deux aimants qui se repoussent, d'où le nom planche électromagnétique. Bon, évidemment, comme c'est un concept qui n'existe pas, si certains d'entre vous étudient l'électromagnétique et peuvent me démontrer par A plus B que ça ne fonctionnerait pas, je vous prierai de ne pas le faire et de me laisser rêver qu'un jour peut-être, je pourrai faire du surf dans les airs.
En attendant, si ça vous intéresse, je vous conseille la vidéo de Dr Nozman sur la plateforme Antigravité. L'Antigravity Platform. Alors, il pourrait y avoir plusieurs méthodes pour faire tenir cette petite plateforme en lévitation. Ici, nous avons affaire à de la sustentation électromagnétique. Je vous mets le lien en description, je pense qu'il vous en parlera mieux que moi. Bon voilà, c'était le Vivement Demain numéro 1 avec les inventions technologiques de Uglies. Et je voulais absolument commencer par celui-là parce que c'est un livre qui m'a énormément marqué. D'abord parce qu'avec lui, j'ai redécouvert le plaisir de la lecture, dans une génération où dès qu'on s'ennuie, on check Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube pendant des heures, alors même qu'il n'y a rien de nouveau à regarder. Et puis surtout, sous couvert d'une histoire pour adolescents, Scott Westerfeld nous parle des problèmes de notre société décalés dans une autre époque. Déjà, j'en ai pas parlé, mais dans le livre, les générations du 21e siècle sont appelées les rouillés et ont presque disparu dû à une arme chimique qui a attaqué le pétrole. L'auteur a expliqué que ça représentait pas forcément notre génération, mais plus on avance dans l'histoire et plus on se rend compte que ça pourrait être nous en fait. Le sujet principal de cette série est bien sûr notre rapport à la célébrité et à la beauté, mais il nous parle aussi d'écologie, un thème qui devient de plus en plus important au fil des tomes. Pour finir, revenons un peu en arrière, je vous ai dit que le terme Uglies n'avait pas été traduit. Pourquoi ? Je veux dire, on a un mot pour ça en français. Pourquoi le traducteur a choisi de ne pas le traduire ? Je vais donc vous expliquer l'importance des traducteurs, que ce soit pour un livre ou encore un doublage de film ou de série télé. Si vous regardez vos films et vos séries en VOSTFR et que vous comprenez un minimum l'anglais, vous vous êtes déjà sûrement dit « Mais c'est n'importe quoi la traduction là, il a pas du tout dit ça !» Et en effet, le rôle du traducteur, ce n'est pas de traduire mot pour mot ce qui se dit, mais plutôt d'essayer de traduire ce que l'auteur a voulu faire ressentir au lecteur ou au spectateur. Essayez un jour de traduire un texte et vous verrez que la traduction littérale, c'est pas très joli. Déjà parce qu'il y a des expressions qui existent dans certaines langues et pas dans d'autres. Je vous prends un exemple flagrant. It's raining cats and dogs. En anglais, ça signifie qu'il pleut beaucoup. Bon, littéralement, ça donne il pleut des chats et des chiens. Ça veut pas dire grand chose en français. Nous, on utilise plutôt il pleut des cordes ou il pleut comme vache qui pisse. Bon, ok, mais du coup, on utilise laquelle pour traduire ? Justement, c'est ça la question qu'il faut se poser. Peut-être que dans le contexte, il y a un intérêt à ce qu'il y ait un animal dans l'expression, et dans ce cas-là, on préférera la deuxième solution. Un autre exemple de traduction, cinématographique cette fois. Vous connaissez tous How I Met Your Mother ? Bon, et Barney Stinson, lui, sa phrase fétiche c'est « It's gonna be legend ». Wait for it. And I hope you're not lactose intolerant because the second half of that word is dairy. No, legendary. Et ça n'a pas été traduit littéralement parce que sinon ça aurait donné un truc du genre « ça va être les gens ». Attends pour ça, légendaire. C'est un peu pourri, hein. Ouais. Du coup, ils l'ont traduit par Je sens que ça va être à lu. Minute. Merde, j'ai oublié la seconde partie de ce mot. Non, ça y est, je m'en souviens. Sinon. Je pense que le terme Uglies n'a pas été traduit pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est plus joli comme titre que moche et que du coup, il faut bien l'utiliser dans l'histoire. Et puis, c'est un mot qui est facile à comprendre pour le public à qui ce livre est destiné. La deuxième raison, c'est qu'on comprend très vite que ça décrit une catégorie générationnelle, les 10-16 ans environ, sans être pour autant péjoratif, d'autant plus avec l'utilisation de la majuscule qu'on a l'habitude de voir pour les noms propres en français. Enfin, j'aurais bien aimé vous parler des traductions des chansons Disney, mais Link the Sun l'a déjà fait dans son épisode spécial Disney des noms métabus que t'écoutes. Donc je vous mets le lien à aller voir, c'est très très bien expliqué. Je terminerai donc en vous disant qu'il ne faut plus dire j'aime ou je n'aime pas comment tel auteur écrit, les dialogues de tel film ou encore la voix de tel personnage, mais plutôt le traducteur a fait un travail incroyable ou encore les doublages sont très cool. Voilà, c'était Yael pour la chronique Vivement Demain, j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Ciao.